l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Bonjour. Messieurs, bonjour. Salut Antoine. Avez-vous publié une photo du Grand Prix la semaine passée? Parce que c'était la mode sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'auto-photographiait au Grand Prix. Ah oui? Même ceux qui ne Je sont n'étais pas pas là. allés faisaient croire aux gens qui étaient allés. J'ai adoré d'ailleurs la publication d'Alex Perron sur ses réseaux sociaux qui, le lundi suivant, a publié une image en disant « J'ai oublié de publier ma photo du Grand Prix. » et lui de diffuser une image de Herbie en 1967 qui se faisait transporter. J'ai trouvé ça vraiment génial. Excellent. Mais le Grand Prix s'est bien déroulé. C'est une belle course. Et la Moi, je l'ai plus regardé à la grande télé. surprise que j'aurais eue du Grand Prix cette année, c'est quoi? La présence de Valérie Plante dans les estrades. Quand même. Ça illustre à quel point elle est en mode détachement de ses tâches habituelles et qu'elle est sur le point de quitter pour céder sa place à quelqu'un d'autre qui, espérons-le, aimera peut-être juste un peu plus l'asphalte que elle-même. Mais enfin, bref. On a beaucoup d'actualités aujourd'hui. On va parler de la naissance de la BMW M3 aussi, Hugues. Absolument. Mais tout d'abord, Chevrolet qui dévoile une Corvette à 1250 chevaux parce qu'on en avait besoin. Oui, encore, on fait belle presse avec ce véhicule-là. Je ne sais pas qui va l'acheter. Par contre, on utilise tout ce que la ZR1 a, plus des équipements de la E-Ray, vous l'aurez deviné, hein, c'est le LT7 V8 biturbo qui développe déjà 1024 chevaux comme si c'était pas assez. Et on a mis une version adaptée du moteur électrique de la E-Ray en avant, ce qui donne le rouage intégral. La batterie, c'est la même batterie, sauf qu'on a augmenté un peu la portion utilisable de cette batterie-là. Ça développe 1250 chevaux. Puis on a toutes sortes de technologies là à l'intérieur, anti-lag, la suspension MagneRide, évidemment, mais aussi on met à profit le moteur à l'avant, le moteur électrique pour des trucs de circuit en mode endurance, mode push-to-pass, etc. Donc, vraiment, une espèce de vitrine de tout ce que Chevrolet est capable de mettre dans un véhicule puis qui va coûter très cher. Ouais, et qui va pouvoir faire 6,2 km en mode électrique avant que le moteur V8 se mette C'est ça, en 0,60 000 à l'heure en 2.4, 2.9, ou je ne sais pas là, exactement. C'est très, très rapide comme véhicule. C'est pas pire que n'importe quel supercar hybride qui a 13 ou 15, 20 km d'autonomie électrique. 296 GTB puis une McLaren Artura, c'est la même chose. Ouais, Donc, c'est ce n'est pas le point vendeur du véhicule. Non, clairement pas. Je veux juste soulever un point. Quand Toyota a lancé le BZ4X, on se moquait de son nom ridicule. ZR1X, ça commence à être pas mal mathématique aussi. Mais au moins, il y a une progression. Puis, il y avait... je suppose... L'idée, c'était qu'ils appellent la voiture Zora à un moment. Ouais. Mais personne ne savait ce que ça veut dire. C'était un hommage au premier ingénieur en chef de la Corvette, qui était Zora Arkus-Dentov. Et j'aurais quand même préféré Zora à ZR1X. Écoute, ça aurait été chercher quelque chose dans l'héritage de la Corvette. Ouais, mais je suis pas sûr que dans certains pays, il n'y ait pas beaucoup de jeux de mots qui peuvent être faits. Bref, j'ai peut-être l'esprit tordu. Bon, mais en tout cas, au moins, il y a ZR1, ZR1X. Après moi, il se comprend. Ouais. C'est ça qui est important. C'est ça. Je n'ai pas de séquelles. Et non, en fait, il y a une progression. Le nom est peut-être effectivement un petit peu alambiqué, mais au moins, il y a une vraie logique. Puis il y a un historique derrière ce nom, ZR1. Ils l'ont pas sorti non plus de leur chapeau. Non, c'est ça. Deuxième truc, moi, je me suis envolé la semaine dernière du côté de l'Allemagne pour aller assister au dévoilement du Q3, qui est forcément un véhicule très important pour Audi, qui est le véhicule Audi le plus vendu du côté de l'Europe, qui domine le marché du VUS de luxe format. J'aime pas ça catégorifier ça de sous-compact parce que c'est pas sous-compact. Il est gros. Mais c'est là, comme ça qu'on les appelle. Effectivement. Enfin bref, on en a vendu l'an dernier au Canada seulement 7800 copies, soit beaucoup plus que la combinaison des X1, X2, beaucoup plus que les GLA, GLB combinés. C'est de loin le meilleur vendeur dans ce segment-là. Et ce qui m'a toujours fasciné du Q3, c'est que
contrairement à BMW ou à Mercedes-Benz, on n'a jamais eu de version de performance. Tu sais, une RS Q3 ou un SQ3, on n'a pas eu ça. Il n'y a pas eu non plus de version à arrière tronquée pour nous faire croire que c'était plus sportif. Cela étant dit, attendez-vous que ça arrive. Quand tu commences à tronquer là-dedans, là, il resterait plus grand-chose à faire. Mais ça va arriver. Ouais. Alors, on sait qu'avec la nouvelle génération, on va faire une version Sportback du Q3 parce qu'il y a un équivalent chez BMW. Alors, on veut ratisser un peu plus large. Et là, ben, on arrive du côté de l'Europe avec une version hybride qu'on n'aura pas chez nous, mais une version hybride rechargeable qui, elle, sera offerte chez nous. Yes. Et la grande nouvelle, c'est que selon les normes WLTP, c'est 120 km d'autonomie 100% électrique, après quoi tu tombes en mode hybride. Si tu fais le calcul mathématique, dans le fond, il faut retirer 22% du nombre pour que ce soit les norme EPA, tu arrives à 94 km d'autonomie. Ce qui est déjà... C'est sérieux, c'est fabuleux, là. C'est quand même sérieux. Ça s'en vient très intéressant. Puis ça commence dans les modèles de luxe comme ça, là, avec Mercedes aussi, qui sera un peu dans... Le GLC 350e se défend très bien à ce niveau-là aussi. Puis si on monte en gamme, du côté du BMW X5 et du GLE, bon, on a des autonomies qui frôlent le 100 km chez Land Rover aussi. Le point fort, c'est qu'on est dans justement comme tu n'aimes pas l'appeler, un sous-compact. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ben, tu sais, on dépasse même l'autonomie du RAV4. Alors, tu sais, ça commence à être intéressant. C'est un véhicule qui est un petit peu pesant aussi, là, de par sa batterie. Bon, ça, c'est l'autre question. Tu sais, quelle sera la distribution de poids sur un si petit véhicule qui a quand même une batterie de 24 kWh? Quand même, ça commence à être bonne batterie. On n'a rien sans rien. Hein. Qui est en fait une batterie dont la taille est équivalente à celle de la première Nissan Leaf. Et qui te donne une autonomie équivalente à celle de la première Nissan Leaf. Ça ressemble à peu près à ça. Mais grosso modo, ce véhicule-là, tout dépendant de son prix, tout dépendant de l'écart du prix entre la version à essence et ce modèle-là, ben, ça risque de connaître chez nous un certain succès. Ouais. Et la version d'entrée de gamme, on n'a pas de détails, évidemment, sur les prix, tout ça, mais on élimine, évidemment, les deux variantes du moteur 2 litres qu'on avait jusqu'à maintenant, qui étaient moins puissantes, pour amener une version qui aura autour de 260 chevaux. Et ça, ben, déjà là, on va dépasser la compétition. Donc, on veut un peu repositionner le Q3 avec un look qui, je pense, est quand même très réussi. Et ça va arriver au printemps de 2026. Donc, premier quart de 2026, le véhicule va être chez nous. On ne sait toutefois pas si la version hybride rechargeable va arriver en même temps que le modèle 2 litres, mais la multiplication des changements chez Audi, elle est quand même fascinante. Ouais. On dirait que je ne l'avais pas réalisé. La nomenclature, là, aussi. Ah, ça, là, on se perd. On se perd un peu. Mais, tu sais, moi, j'étais du côté de l'Europe. J'ai vu les A6 avant de nouvelle génération, les A6 e-tron avant, c'est magnifique. L'A5 avant qui est disponible là-bas, qui vient pas chez nous. L'A5 berline, mais qui est rendu une Sportback parce que c'est une 5 portes. Au chapitre du design, ce sont des voitures vraiment réussies et ça arrive chez nous en ce moment-là. J'ai croisé une première S5 hier sur la route de nouvelle génération chez nous au Québec. Alors là, les voitures commencent à se vendre. Mais on ne ferme pas la porte, nous a-t-on dit, au retour des familiales au Canada. Et ça ne serait pas que des versions super sportives. Super sportives comme la L5 Touring, etc. C'est évident, selon moi, qu'on va ramener une RS5 en version avant et une RS6 de future génération. Mais est-ce qu'on va nous ramener, par exemple, l'équivalent des Allroad ou une S5 régulière? Moi, je pense qu'il y a des possibilités parce qu'Audi s'est rendu compte que les familiales avaient un attrait particulier auprès d'une certaine clientèle. Il commence à y avoir... Moi, je vois des vidéos sur YouTube, sur certains channels quand même de journalistes au bon niveau. Il commence à y avoir un petit... Tu nous écoutes pas, nous autres. Hein, non, mais je parle pas de blog généré par IA. Le soir, il fait d'autres choses. des cochonneries. Mais il y a un vrai retour de balancier qui commence à se faire. En Amérique du Nord, les familiales recommencent à être cool. Recommencent à être cool. Et puis ce qui convainc Audi, c'est que la RS6 avant, croyez-le ou non, c'est le modèle le plus vendu de toute la gamme A6 depuis 2 ans au Canada.
Ouais. Alors, on vend plus de RS6 avant que de Berlin A6 à moteur 2 litres ou à moteur 6 cylindres là, ou de S6. C'est dire à quel point il y a un engouement autour de cette voiture-là. Ouais. Et demandez-vous pas pourquoi BMW a décidé de nous amener la M5 Touring. C'est en réaction directe à la RS6. Le timing de BMW est d'ailleurs très bon parce qu'on est en changement de génération chez Audi et que très bientôt, on ne pourra plus commander de RS6. Et Mercedes a déserté le marché. On continue toutefois de vendre une version all-terrain de la classe E familiale aux États-Unis et une version AMG, mais qu'on n'a pas chez nous. Ça, je trouve que c'est une erreur. On verra si Mercedes va s'adapter. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des familiales qui reviennent chez nous. Et peut-être abordable, entre guillemets. Plus abordable que les super modèles. Encore une fois, lui, il considère ça abordable, mais ça, c'est Louis-Philippe. Louis-Philippe et ses millions. On va vous présenter un segment d'émission désormais qui va s'appeler Louis-Philippe et ses millions. Ça va pas lier, hein? Ça va marcher, ça. Hein? C'est pas pire. Bon, c'est comme ça que les rumeurs partent. Ben oui, il y a une bonne série sur Crave, là, sur un multimillionnaire, là, ça marche, ça. Tu vois, nous autres, on a des petites chemises à manches courtes. Lui, il a son veston, sa chemise griffée. Hein? Il est frais taillé. Tu vois comment ça marche? C'est ça. Fait que, toi, ça te tentait pas de faire l'émission avec Luc Poirier puis Pierre-Yves Maxwell? C'est ça que je viens de mentionner. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça pourrait pogner. Bon, alors, il y a Audi aussi qui mentionnait vouloir transformer complètement sa gamme. Et, oh, surprise! Peut-être qu'on va garder des moteurs à essence plus longtemps. Ben oui, hein, c'est pas étonnant parce que c'est un des autres grands constructeurs qui décide de repousser ou de rendre ses cibles un peu plus nébuleuses chez Audi. Je pense qu'on avait parlé de 2026 qu'on arrêtait de faire des véhicules à essence. De développer. Puis après ça, 2030, 2035, c'était complètement terminé. Puis là, ben, on met plus de chiffres là-dessus. On parle plus des hybrides et on se donne 7 à 10 ans. Mais fort probablement qu'en 2033, 2035, on va encore faire des véhicules. On va appeler ça de la flexibilité. La flexibilité, exactement. Voilà. Alors, dans un contexte actuel, il faut garder un maximum de flexibilité. C'est ce qu'on peut lire dans tous les communiqués de presse de ces constructeurs. Ce qui est quand même assez normal. Mais il faut rappeler quand même qu'effectivement, tout le push de l'électrique est parti du Dieselgate Volkswagen et que Audi a été emmené là-dedans et qu'effectivement... ils ne pouvaient pas continuer à dire on va faire du diesel, on va faire des choses comme ça. Il fallait que du jour au lendemain, ils soient plus vertueux que les autres. Oui, mais c'est bien que tu mentionnes ça, mais on est à presque 10 ans du Dieselgate. On se souvient que ça s'était passé en septembre 2015. Alors, c'est dans quelques mois, ça va faire 10 ans. Oui, mais regarde, 10 ans en termes de plan industriel. C'est deux générations de voitures. Exact. Et là, maintenant, on est un peu dans un retour de balancier. Relativement nuancé. Je pense qu'effectivement, l'idée de flexibilité reste intéressante, mais du jour au lendemain, Audi, Volkswagen devaient se faire une virginité. Ils ont essayé. On a vu ce que ça a donné. Et je veux dire, ils apportent les corrections nécessaires maintenant face au marché mondial. C'est pas juste l'Europe ou l'Amérique. Autre nouvelle cette semaine qui semble vouloir se concrétiser de plus en plus, c'est le retour du rabais fédéral, la subvention fédérale pour véhicules électriques. On n'a évidemment pas de chiffres, pas de détails, mais semble que le gouvernement fédéral souhaite redonner des crédits gouvernementaux à ceux qui vont acheter de façon individuelle des véhicules électriques pour pousser la vente de cette technologie-là. Tu sais ce que j'en pense. Moi, je suis totalement contre cette stratégie qui donne de l'argent à des individus. Tu sais, si un millionnaire comme Louis-Philippe décide d'aller s'acheter une voiture électrique, vont-tu donner 5 000 $ en plus? Ça n'a pas de bon sens. Moi, je n'achèterais pas les véhicules de ce prix-là. Là. Je vais aller dans un véhicule non admissible, évidemment. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que les voitures que tu possèdes sont non admissibles, d'ailleurs. Mais cela étant dit, de prendre une enveloppe budgétaire et de l'étendre à un réseau de bornes de recharge pan-canadien qui est assurément déficient en ce moment. À mon avis, c'est beaucoup plus logique que de donner de l'argent à des individus, ce que Québec continue de faire. Mais on sait qu'actuellement, c'est une pente descendante, c'est-à-dire qu'on continue de donner des crédits de 4 000 $ à ceux qui achètent des véhicules admissibles au Québec. Ça sera 2 000 $ dès 2026, puis 0 en 2027. Alors, c'est une stratégie qui, à mon avis, a même plus d'impact parce que la vérité, c'est que, à part peut-être sur une...
Puis encore, j'allais dire, à part peut-être sur une Fiat 500, mais les constructeurs ajustent le tarif de leur véhicule en fonction des crédits qui sont là. Mais la vérité, c'est que quelqu'un qui achète un véhicule de 60 000 $ électrique, le 4 000 $ de rabais, tu le considères, mais en même temps, il n'y a pas de 4 000 $ de rabais. Qu'est-ce que va faire le constructeur? Il va abaisser son taux de financement, il va donner un rabais de 2 000 à l'achat, puis le véhicule va coûter le même prix. Bien sûr que 12 000, c'était quelque chose. C'était psychologique. Là, tu fais, il y a 12 000 sur le capot, là, on en parle. Il y a aussi 4 000, ça excite un peu moins. Le fait que les constructeurs, en ce moment, sont un peu brassés avec leur empreinte manufacturière au Canada. Peut-être que les constructeurs sont allés voir le gouvernement fédéral et ont dit, regarde, nous, on veut rester, mais donnez-nous quelque chose, donnez-nous des incentives. On a de la technologie électrique. Peut-être que vous pouvez apporter un petit incitatif. On va rester, on va garder des usines ouvertes, puis c'est un peu de donnant-donnant qui est pas au-delà de la demande entre véhicules électriques. Non, mais tu dis ça, Louis-Philippe, c'est pas peut-être. Parce que faut se remettre dans le contexte. General Motors a fermé son usine Cami où on fabrique des fourgons commerciaux électriques. Chrysler a cessé la production de la Charger électrique à Windsor, en Ontario. On a mis le développement de l'usine de Brampton sur la glace. Chez Ford, pas de son, pas d'image. J'ai reçu un courriel du responsable des relations publiques de Ford d'hier qui me dit qu'on n'a pas d'autre chose à annoncer que ce qui a été annoncé au communiqué de Ford en 2024 sur la transition vers le Super Duty. Mais la vérité, c'est que le Super Duty au Canada, ça n'existe pas encore. Et donc, que va-t-il se passer? Puis là, il ne faut pas oublier un truc. Tu as Honda qui, bien sûr, a repoussé de 2 ans sa transition électrique à l'usine d'Alliston. Donc, il n'y aura pas de Acura RSX 2026, on sait ça. Il y a Volkswagen qui a mis sur la glace le développement de son usine du côté de Saint Thomas en Ontario. Puis tout ce qui avait été fait comme initiative du côté du Québec, notamment avec Ford, avec l'usine de cathode à Bécancour, c'est ça n'existe plus. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a une pression de la part des manufacturiers vis-à-vis du gouvernement pour pouvoir aller chercher des fonds si on veut continuer à faire cette transition-là. Parce que d'un côté, tu as un gouvernement qui dit, regardez, vous avez des objectifs, vous devez les remplir, sinon vous allez devoir payer de très sévères crédits. Mais d'un autre côté, la clientèle ne demande pas ça et on se rend compte que dans un marché naturel, ça ne vend pas. Donc, ça prend de la subvention pour que ça fonctionne, sans quoi, mathématiquement, il n'y a rien qui peut arriver. Et c'est ce qu'on fait comme constat. Mais est-ce qu'il est trop tard? Moi, je pense que oui, parce qu'on sait déjà que l'industrie automobile canadienne est en sérieux et dans un pétrin épouvantable. Il y a trop de facteurs en ce moment. Il y a trop de facteurs. Puis, je veux dire, les 3 grands constructeurs américains sont déjà dans la semoule au niveau de la production canadienne et moi, j'ai pas l'impression qu'on va mettre énormément d'énergie pour relancer ça au Canada. Honda et Toyota, c'est différent. Toyota, oui. On en parlait tantôt. On en parlait aussi parce que ce sont des usines non syndiquées et qui peuvent changer leur stratégie beaucoup plus rapidement que des usines syndiquées qui vont respecter des ententes qui ont été signées depuis longtemps. Décider de changer la production ou les corps de travail ou les stratégies de fabrication de véhicules dans une usine syndiquée qui est sous le syndicat d'Unifor, ça ne se fait pas de la même façon que chez Honda ou Toyota où des dirigeants peuvent dire du jour au lendemain, regardez, on a une production qui est dirigée vers les États-Unis, on la bifurque puis elle s'en va en Europe ou en Amérique du Sud. Tu sais, on est capable de faire ça dans des usines de Honda et Toyota. On n'est pas capable de faire ça avec des usines américaines. Alors, c'est très, très, très difficile en ce moment. Fait que je comprends qu'on ramène le rabais, la subvention fédérale, mais on la ramène, comme tu l'as dit, parce qu'il y a une pression des manufacturiers qui ne veulent pas avoir à payer de très lourdes pénalités parce qu'ils n'ont plus de support du gouvernement. C'est tout simplement ça. C'est très dommage qu'on ne s'est pas rendu au point où est-ce que le véhicule électrique avait une abordabilité intéressante, parce que moi, je trouve ça absolument triste que ce choix-là va être mis au rencard et qui est mal représenté un peu parce qu'on dit, là, on doit ressortir encore des subventions, on doit repousser encore.
le chemin qu'on a fait dans les dernières années est très important. Les batteries sont moins chères, les technologies sont meilleures, les véhicules consomment de moins en moins de kilowattheures. On est quasiment là, mais là, il y a trop de facteurs, le contexte économique, les usines, les tarifs, etc. C'est tout est contre ça. Je trouve ça bien dommage, mais le marché va décider à la fin. Là, je vous pose la question. Moi, j'irais dans ton sens, je mettrais un petit bémol. Je pense qu'on a avancé à marche forcée justement depuis le Dieselgate. Et il y a une bonne chose, mais on a avancé à marche forcée. On a imposé des choses. Et peut-être que si ça s'était fait un petit peu plus en douceur... On a couru avant de marcher. Voilà, si ça s'était fait un peu plus en douceur, maintenir la pression, dire on va aller vers l'électrique, mais on va suivre les évolutions technologiques qui vont amener de nouveaux paradoxes, qui vont faire évoluer le marché, qui vont permettre de nouveaux investissements, qui vont permettre de nouvelles technologies. Et on rentre dans un cercle vertueux. Là, on a dit du jour au lendemain... C'est comme ça, vous n'avez pas le choix, 2035, fermez-la. Et il y a eu... Oui, mais c'est parce qu'on a mis le toboggan au fond, puis après ça, on a tiré sur la manette en disant « OK, oups, trop vite, là. » C'est ce que je dis. L'électrique, c'est inéluctable. On y va de toute façon. Ça, c'est clair. Et je veux dire, il y a une logique très simple, il n'y aura plus de pétrole un jour. Donc, à un moment, il faut... Oui, mais tu ne verras pas ça de ton vivant. Je suis d'accord avec toi, mais il faut commencer maintenant. Mais c'est un compliment. Oui. Mais il faut commencer maintenant et puis y aller effectivement et pousser pour des changements technologiques, des innovations. Et c'est ce qui se passe depuis 10 ans. Mais moi, le truc qui m'inquiète, c'est que... le marché a réussi à le faire lui-même. Tesla, il y a eu 2 gros facteurs qui ont poussé vers l'électrique, le Dieselgate et l'arrivée de Tesla. Mais Tesla, ça a été vraiment un changement de paradigme technologique. Donc, on peut aussi faire évoluer le marché, on peut faire évoluer les conditions du marché, pas juste par la législation, mais justement par de nouveaux paradigmes technologiques. Et il faut continuer à pousser ça. Permets-moi de te dire ceci. Si tu veux continuer de faire évoluer le marché et d'avoir une révolution automobile comme il y en a eu une lorsque Tesla est arrivé ici au début des années 2010, fais rentrer les Chinois. Tu fais entrer les Chinois sur le marché. Oui, au moins on en parle. Tu viens de complètement déstabiliser l'industrie automobile parce que la vérité, c'est que là, on commence à parler à ramener un rabais fédéral, OK? Mais... regarde ce qui s'en vient dans le portfolio automobile électrique en 2026. Une nouvelle Leaf, une nouvelle Bolt, un VinFast VF6, un Kia EV3. Ce sont des véhicules qui n'auraient pas été commercialisés chez nous si on avait continué à offrir des 12 000 $ à tout le monde, puis que l'industrie avait fait, bon, ben grâce à ça, on va pouvoir vendre des véhicules à 64 999. Là, en ramenant un marché naturel, la stratégie des constructeurs automobiles est laissée, permet d'avoir davantage de latitude. Moi, je reviens plutôt justement, encore une fois, au changement technologique et à la baisse des coûts. Un EV3, il y a 5 ans, c'était économiquement, subvention ou pas subvention, c'était impossible. C'était intenable. Ah ben oui, mais c'est sûr. Donc, mais on exploite la plateforme GMP à outrance. C'est ça, mais justement, c'est ce que je veux dire, c'est que continue à pousser la technologie, continue à imposer des normes, des choses comme ça, mais vas-y plus progressivement et il y aura moins de réactions violentes. Il y a eu beaucoup de réactions violentes. Ça fait très mal à l'industrie, c'est ça l'affaire. Et il n'y a pas qu'au Canada ou aux États-Unis. Tu regardes l'Europe actuellement, l'Allemagne. La France a voté l'arrêt des ZFE, qui étaient des zones à faible émission. Et ça a été tellement poussé violemment par le gouvernement que les gens ont fait, on n'en peut plus, là. Faut qu'on aille travailler, faut qu'on consomme, mais qu'on consomme pas, qu'on pollue pas, ceci, machin, à un moment. Les malus, en plus. Voilà, c'est comme, laissez-nous respirer un peu, là, tu sais. Et donc, la législation, c'est bien, il en faut, mais je pense que c'est de continuer à pousser l'innovation technologique. Et dans ce sens-là, maintenant, on reviendra pas en arrière. Donc, de toute façon... Mais c'est les changements de gouvernement aussi qui font en sorte que, tu as une loi qui arrive, qui revient. Tu sais, ce que Donald Trump veut faire en ce moment, c'est de reculer sur ce que la Californie a fait. Bon. J'aime ça quand il vire les yeux à l'envers. Mais c'est quand même ce qui se passe. C'est que ce que la Californie a décidé de prendre comme direction depuis nombre d'années, ben Donald Trump veut le détruire. Et le jour où Donald Trump sera plus là, ben là, on va vouloir revenir sur ce chemin-là. Fait que, tu sais, on n'avance pas avec des changements d'idées. C'est pas continu. Et c'est la même chose qu'on constate ici, là. Bon, au niveau fédéral, il n'y a pas de changement, là. Tu sais, passer
de Justin Trudeau à Mark Carney, on appelle ça un long fleuve tranquille. Mais donc, il n'y aura pas vraiment de changement de ce côté-là. Mais s'il y a un changement de gouvernement drastique au Québec, ben, il se pourrait que là, il y ait des objectifs qui diffèrent. Parce que là, on n'est même pas capable de mettre nos culottes. Tu as un Benoît Charette qui dit, bon, ben, si les États-Unis le font plus, peut-être qu'on le fera plus nous autres non plus. Mais en vérité, c'est que on n'a pas le poids et l'importance pour pouvoir dicter à une industrie automobile mondiale comment ça marche. Alors que si c'est l'Amérique du Nord, ben là, c'est une autre paire de manches. Nissan Leaf, là, on connaît tous les détails. Oui. OK, la question... Parce que tu as écrit sur le document de recherche le Nissan Leaf. La Nissan Leaf. Tu trouves ça masculin? Non, parce que, ben, en fait, je trouve que c'est un utilitaire. C'est par plus contre, une voiture, il n'a pas vraiment les qualités d'un utilitaire parce qu'il est plus court. C'est un VUS coupé. Il a un empattement plus petit. Il est moins haut que la Leaf, que le V. En plus, on a enlevé 100 litres dans le volume de chargement dans la soute à l'arrière. Donc, c'est encore une voiture, mais on l'appelle un utilitaire, évidemment. Mais de toute façon, un VUS coupé, c'est pas fait pour être utile. Exactement. Mais je regarde les images en ce moment, là, pendant qu'on se parle. C'est une auto. Venez pas me dire que c'est un camion. Là. Il est plus bas que la Nissan Leaf. Oui. Fait imagine ça tout de suite en partant quand tu vas arriver à côté de 8 On va le catégoriser comme un utilitaire, c'est ça. Mais c'est catégorisé comme un utilitaire. Bon, enfin. Voilà. Alors, autonomie prolongée, meilleur rendement énergétique. Évidemment. On a un peu plus de puissance du modèle de base, la même puissance pour les autres modèles, jusqu'à 488 km d'autonomie, selon le modèle, évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus compétitif que ça l'était dans le véhicule. Pas de rouage intégral, non. Un simple moteur en avant. Seulement. Exactement. Port NACS. Port NACS, oui, on a enlevé le CHAdeMO pour répondre à la question de la semaine dernière. Le CHAdeMO n'est plus. Alors, RIP CHAdeMO. C'est CHAdeMO. CHAdeMO. T'es beaucoup trop en forme aujourd'hui, je dois te le dire, c'est quand même. Et chez Nissan, ben, il y a plusieurs nouveautés qui s'en viennent. On sait aussi que le Xterra est en approche. Et ce qu'on comprend en lisant entre les lignes, c'est que la Sentra qu'on connaît actuellement en est à sa dernière année. Ça expliquerait la fin de la coupe Nissan Sentra parce que la nouvelle génération va probablement toucher le sol au printemps de 2026, millésimé comme un modèle 2026. Et devinez quoi? Plus de boîte manuelle. Ça, c'est évidemment pas une surprise. La majorité des Sentra à boîte manuelle de base qui ont été vendues au pays, ben, elles ont été vendues à Jacques Dehaye, qui les a revendues à des équipes de course pour la coupe Nissan Sentra. Le reste, c'est... Il y en a eu une en unité de presse. À part ça, je n'ai pas vu d'autres. Non, Puis... Il faut quand même admettre un truc, c'est que même si Nissan a eu des problèmes de fiabilité au fil du temps avec sa transmission CVT, mais dans le cas d'une Nissan Sentra, ça permet d'économiser 21% d'essence par rapport à la manuelle. Donc, ton déboursé supplémentaire pour acheter une transmission automatique, tu le rentabilises assez rapidement. Surtout que c'est dans un véhicule qui n'est pas performant ou qui n'a pas d'attrait pour les gens qui vont acheter. Conduit avec le couteau entre les dents. Non, c'est ça. Ça reste. Mais on a perdu des parts de marché avec la Sentra, dans un marché où les Civic, les Corolla se vendent bien, où il y a actuellement, bon, évidemment, la voiture qui gagne beaucoup en popularité dans le segment des compacts, c'est la nouvelle Kia K4. Et avec raison, même si on n'a pas d'hybride. Alors, évidemment qu'on ne sait pas ce que Nissan va nous servir comme technologie. On a l'impression que le coffre à outils est un peu vide pour pouvoir nous amener des innovations technologiques intéressantes. Et j'ai peur qu'on se retrouve avec un 3 cylindres. Comme un compression variable coupée. Là, j'ai un petit peu peur, mais on verra ce qui va advenir de ça. Chose certaine, la Sentra actuelle en a plus pour longtemps et on devrait dévoiler d'ici probablement quelques mois des esquisses, des images de la future génération. Ce qu'on a laissé couler pour le nouveau Mazda CX-5 qui lui aussi va être un 2026. Oui, ben on a vu une première image du évolutive. Évolutive, là, qui a été fuitée un peu là, chez Mazda.
Mazda. C'est tout ce qu'on a à date. On parle chez Mazda d'un moteur Skyactiv Z, qui chez Mazda, on a toujours martelé l'efficacité d'un moteur thermique, évidemment, mais on va greffer une technologie hybride qui va être maison plutôt que celle empruntée à Toyota, là, comme on parle avec le CX-50. Avec le CX-50. Ouais. Bon, puis évidemment, ce Mazda CX-5-là va être fabriqué du côté du Japon. Alors, ça ne sera pas du côté des États-Unis comme le CX-50 qui explique son arrêt de commercialisation au Canada de façon temporaire. Évidemment. Le catalogue Mazda 2026 contient d'ailleurs de façon officielle le CX-50 2026. Alors, on n'a pas fermé la porte à son retour parce qu'on sait que si Donald Trump change d'idée, ce qui est vraiment pas impossible parce que ça lui arrive souvent. C'est déjà arrivé. Il se pourrait que là, on ouvre les portes et on laisse entrer le véhicule. Cela étant dit, on veut continuer de mettre de l'emphase sur le CX-5 parce que malgré son âge, ça demeure encore le meilleur vendeur chez Mazda. Ouais. C'est un véhicule qui est particulièrement apprécié de la clientèle. On pensait quand le CX-50 allait arriver, si ça allait pousser le CX-5 vers la porte, ça n'a pas été le cas. Ben, tu sais, tu regardes les deux produits, tu comprends que le CX-30 est peut-être un peu trop petit pour les besoins de certains acheteurs et tu fais, est-ce que le CX-5 va jouer le rôle du Forester alors que une Outback vient rivaliser avec un CX-50? Ouais. Chez Subaru, l'Outback a l'avantage, mais chez Mazda, c'est clairement le contraire. Et je te dirais que chez Subaru, ça pourrait changer aussi, parce que je ne sais pas qui va vouloir conduire une voiture aussi hideuse que la nouvelle Outback, alors que le Forester a gagné en avantage, incluant sa nouvelle technologie hybride. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt. J'essaie ce véhicule-là actuellement cette semaine. Là, Hugues, on s'adresse à toi. Oui. Parce qu'on veut savoir ce que tu penses du retour de la marque Alpine. Ben, en fait, non, pas du retour. Non. De l'arrivée de la marque Alpine au Canada. De l'arrivée potentielle, éventuelle, peut-être, on verra, on n'est pas encore sûr, on y pense. OK. On est dans le conditionnel. Très, très gros conditionnel. Okay. Oui. D'abord, il faut expliquer ce qui reste d'Alpine. Il faut parler un peu de l'héritage de cette marque-là aussi. Alors, Alpine, c'était la division sportive, on va dire, de Renault. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. On voit à l'écran, pour ceux qui ont la vidéo, la magnifique A110, qui est une fantastique voiture. Qui est vraiment une belle voiture, puis que je comparerais peut-être en termes de création à ce que Lotus a fait. Oui, c'est vraiment, on est dans la légèreté, on est dans le plaisir de conduire pur et simple. Quand tu te dis, quand quelqu'un comme Gordon Murray dit, c'est une des meilleures voitures que j'ai jamais conduites, tu fais OK. Ouais. C'est bon. C'est tampon, on y va. Ouais. Donc Alpine, c'était une marque sportive, mais 2026 oblige, les choses commencent à bouger. Ils viennent de présenter un VUS Sport, un VUS coupé, qui s'appelle la 390, je crois, je suis plus très sûr. Ils ont une version électrique aussi qui est la A290, qui est une Renault 5 un peu plus poussée, la nouvelle Renault 5 électrique. Et là, ils songent à venir en Amérique du Nord et ils commenceraient par le Canada. Moi, j'y crois pas du tout parce qu'en ce moment, chez Renault, c'est un peu compliqué, même si la marque a recommencé à faire des bénéfices. Le PDG... mais est-ce qu'on est dans du 100% Renault ou est-ce qu'il y a des intérêts séparés de la marque Renault? Non, Alpine, c'est Renault. C'est complètement Renault. OK. Point. Mais c'est pas vendu chez des concessionnaires Renault en France? Si. Ah, complètement. Oui. OK. Parce que moi, j'avais vu des salles d'exposition distinctes. Il se peut qu'il y ait des trucs un peu distincts, etc. Mais Alpine, c'est Renault. C'est que en dessous, c'est des composants Renault. C'est fabriqué dans une usine Renault. L'usine Alpine appartient à Renault. OK. Donc, et ils font une Renault 5, le A390. Donc, le problème, c'est que Renault, actuellement, est dans une situation... Sur le papier, ils sont dans le vert, mais ils sont quand même dans une situation compliquée, comme beaucoup de constructeurs automobiles parce actuellement. Parce qu'ils retirent leur bille de plus en plus de l'association de Nissan. Oui, mais ça, regarde, là, c'est encore un autre point, mais ce que je veux dire, c'est que même à l'interne, c'est compliqué. Le PDG de Renault, Luca De Meo, a annoncé sa démission la semaine dernière pour beaucoup de raisons. Alors lui, il part de son plein gré, mais on sent que, en fait, il y en a beaucoup qui disent, il part avant que tout explose. Il y a beaucoup de conflits à l'interne, il y a des choses qui marchent moins bien, et c'est vrai que l'industrie automobile européenne, se portant comme elle se porte en ce moment, l'avenir est pas tout rose, et je pense qu'il a bien fait de partir avant qu'effectivement il y ait de gros problèmes. Donc, pour moi, le Canada, même l'Amérique du Nord, dans ces circonstances-là,
Mais c'est quoi le marché pour une voiture comme ça? C'est ça. Puis même, non, ça, ils ne la vendront pas. Ils vont passer directement avec l'électrique, avec la E290 et la A390. La A110 ne viendra jamais ici. Elle n'est pas homologuée pour. Il y a aucune chance que ça arrive. Mais Alpine en Amérique du Nord, j'y crois pas beaucoup parce que déjà, à part le Québec qui connaît Alpine en Amérique du Nord, puis déjà, c'est un nom qui veut rien dire. C'est que ce que je lisais sur différents sites européens, c'est que l'appartenance à la langue du Québec est un beau point d'entrée pour Alpine au Canada, mais ça parle à une poignée d'acheteurs. Ouais. Puis il n'y a personne au Québec qui se souvient de ce qu'est Alpine. Les gens ont peut-être en mémoire encore Renault. Et de ramener Renault sur un marché, c'est une chose. Mais de ramener la variante sportive d'une marque qui est partie il y a 30 ans. 30? 1987? Bien plus oui, que ça fait plus 40, t'as raison. C'est moi qui vieillis. Ça fait presque 40 ans. Ben, tu sais, ça... Non, mais Alpine, encore une fois, ils peuvent tâter le terrain, mais c'est cette histoire-là de marques françaises qui veulent revenir aux États-Unis et qui penseraient au Canada. Ça fait 20 ans que j'entends ça sur une base régulière. Peugeot, Citroën. Peugeot, Citroën l'a sorti je sais pas combien de fois. Renault, y pensait à un moment, mais avec l'alliance Nissan, ça devenait complètement caduc, ça n'avait aucun intérêt. Si Alpine vient en Amérique du Nord, il va falloir quand même qu'il fasse homologuer les voitures, qu'il démarre un réseau, qu'il y ait des pièces, ça, il y a des contrats. Il y a un coût énorme. Même juste au Canada, il y a un coût énorme. Pour vendre combien de chars, là? Quelques centaines de voitures dans le meilleur des cas. On sait ce que coûte une concession automobile aujourd'hui. On sait comment on vend des véhicules en Amérique du Nord. Vendre une voiture en Europe, c'est pas pareil. Il y a plein de concessionnaires qui ont des allures de dépanneurs couche-tard en Europe et ça fonctionne. Chez nous, ça te prend un monstre à 25 millions pour vendre des autos, sinon ça marche pas. Je vais te donner un exemple. Avec des cartes de golf. On va prendre l'exemple pour dire, c'est pas facile de vendre des voitures en Amérique du Nord. Regarde VinFast, et je veux pas taper dessus, mais eux, ils sont arrivés, ils ont dit, on a les bons produits, on a ce qu'il faut, on va y arriver. Et ça a été très compliqué. Ils sont en train de fermer le peu de dealers qu'ils avaient. Ils sont en train d'en fermer la moitié. En fait, sont en train de convertir leur modèle d'affaires parce qu'ils avaient un modèle d'affaires équivalent à celui de Tesla, c'est-à-dire que c'était des boutiques qui appartenaient toutes à VinFast. Et là, ce qu'ils veulent, c'est réduire ce nombre de boutiques-là et créer des concessionnaires avec les 5 qui vont rester. Mais imagine un conglomérat comme VinFast qui avait quand même les poches pleines et les moyens de partir d'une feuille blanche, etc. Les difficultés qu'ils ont connues et au Canada et aux États-Unis. J'aime ça parce que tu parles au passé. Ils en ont connu, ça c'est clair. De toute façon, au passé, ils en connaissent encore. Ils vont en connaître encore certainement. Mais comment Alpine, dans ces conditions-là, avec des véhicules qui sont en plus dans des formats européens qui vont intéresser 4 clampins... Alors, c'est ça. Ça, c'est l'autre point. J'aime ça que tu touches ça parce que ça me fait un peu penser à l'arrivée d'Alfa Romeo. Alfa Romeo est arrivé ici avec des véhicules sympathiques, mais bien adaptés au marché nord-américain, mais clairement pas. Et c'est un bon exemple. Imagine, Alfa Romeo avait un capital sympathie historique largement plus important que Alpine. Ben oui. C'est sans commune mesure. Et déjà, tu as vu le merdier que ça a été. Ouais, ça a été géré par des gars de pick-up, là. Ouais. Mais est-ce qu'on est rendu au segment Stellantis? Non, on va finir avec Alpine. On passe tout droit cette semaine. En fait, à la semaine prochaine. On va passer rapidement au segment Mustang Mach-E de la semaine. Ah oui. Au segment rappel du Mustang Mach-E de la semaine. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on aurait pu faire un segment rappel du Mustang Mach-E à chaque semaine. Ouais. Mais on s'est dit, on va les laisser souffler un peu. Là, c'est juste que ça se peut que tu puisses plus sortir de ton Mach-E. En fait, non, ça se peut que tu puisses plus rentrer. Parce que justement, le e-latch là, du Mach-E est rappelé parce que si la batterie 12 volts se décharge, tu peux plus rentrer dedans. À l'intérieur, il y a une latch manuelle. Au porte-avant.
Au porte-avant, à l'arrière, bon, c'est une autre affaire, mais à l'avant, donc je pense que c'est 300 000 véhicules, 197 000 aux États-Unis, au Canada, on ne le sait pas exactement. Ce rappelle un peu celui de l'ID4, sans être la même affaire, parce que l'ID4, les portes ouvraient tout seul. Là, les portes ouvrent pas. Fait que, écoute, on fait ça des latches pour sauver du poids. On fait ça pour le design extérieur, l'aérodynamisme, mais c'est pas le premier puis c'est pas le dernier constructeur à avoir des problèmes avec ça parce que justement, je pense que ces systèmes-là qui sont critiques à la sécurité des occupants devraient demeurer manuel, si c'était juste de moi. Par contre, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais c'est un stop-still. C'est un arrêt de vente pour les maquis là, qui est affecté en ce moment. Donc, on va savoir. S'il y avait bien un truc dans une voiture qui avait besoin d'être révolutionné, ce sont les poignées de porte. Écoute, ça après les pneus, les roues. Moi, je te disais, j'attends encore la révolution dans le domaine de l'essuie-glace, mais ça, c'est moi. Et moi, du porte-gobelet. Mais là, bon, parfait. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Ça fait une couple de semaines, Hugues, que tu me fais plaisir avec des bolides qui me parlent particulièrement, et c'est le cas de la voiture de cette semaine. Tu nous parles des origines de la BMW M3, qui n'est pas la première voiture M de BMW, mais qui a été celle qui a permis aux constructeurs de peut-être se faire connaître un peu plus avec ses modèles de performance. Exactement. Depuis des décennies, les constructeurs allemands se livrent une course à la puissance où chaque marque riposte aux autres cheval pour cheval. Le lancement de la BMW M3 originale est en quelque sorte le point de départ de cette escalade. Et c'est quoi le point de départ du développement de la M3? D'où est venue l'idée essentiellement? Il faut d'abord commencer à parler d'un autre modèle qui est la Mercedes 190. Pour schématiser grossièrement, les Mercedes et les BMW se sont longtemps adressés à des clientèles bourgeoises différentes. Plus orientées vers le confort pour Mercedes et plus orientées vers le plaisir de conduire pour BMW. Ouais. Point important, Mercedes n'avait pas d'équivalent de la série 3 dans sa gamme. Puis arrive la première crise du pétrole et avec elle, le besoin de commercialiser des véhicules plus économiques. En 1974, Mercedes lance le développement de la W201, que l'on appellera plus tard la Baby Benz, alias 190. La marque à l'étoile dépense quasiment sans compter pour ce modèle et conçoit pour lui une toute nouvelle suspension arrière à 5 bras. La 190 est présentée au Salon de l'Auto de Paris en octobre 1982. Quelques semaines plus tard, BMW présente la série 3 E30, qui a plus l'air d'un profond recyclage de la E21 que d'un tout nouveau modèle. Mercedes a de grandes ambitions pour la 190, y compris lui forger un palmarès en compétition. Elle envisage dans un premier temps de lui faire du rallye, mais devant la montée des 4 roues motrices, se rabat sur le Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, alias le DTM, une série allemande de courses de véhicules de tourisme sur piste. C'est le motoriste anglais Cosworth qui a assuré le développement de la mécanique. La 190 E 2.3 16, faut le dire, 285 chevaux, est présentée au Salon de Francfort en octobre 83 et commence à courir pour la saison 1985. Une Mercedes sportive. Chez BMW, on fronce un petit peu les sourcils. D'autant qu'on avait déjà envisagé de créer une version sportive de la E30. Là. Effectivement, et justement, le projet prend un coup d'accélérateur avec la présentation de la 190, un moteur Cosworth. Logiquement, ce projet est confié à la division Motorsport GmbH, aujourd'hui simplement baptisée M, incorporée en 1972. Le premier véhicule à porter le logo rouge, violet et bleu est la M1, basé sur le concept signé Paul Bracq, la Turbo. La gestation et la production de la M1 seront houleuses et quand la voiture arrive enfin sur le marché en 1978, elle n'est plus aussi compétitive que prévu. Le développement le plus significatif de cette auto est son moteur. Conçu par Paul Roche, le M88 est une variante réalisée à 3,5 litres et dotée d'une culasse multisoupape du 6 cylindres M49. En version M88-3, on le retrouvera dans les M635 CSI, alias M6 en Amérique du Nord, et la toute première M5 sur la base de la série 5 E28. Ce moteur va aussi jouer un rôle important dans la M3. Et c'est le même Paul Roche qui va démarrer le travail sur la M3 en 83. Tout à fait. Alors, Paul Roche doit suivre le règlement de la FIA Groupe A, employé par le DTM. Celui-ci stipule que la variante de course doit avoir les mêmes géométries de suspension, les mêmes blocs et têtes de moteur, ainsi que le même ensemble aérodynamique que le modèle de série. Pour concurrencer les 190, il doit utiliser une mécanique de 1,6 à 2,5 litres.
Roche dispose dans la banque d'organes de BMW de 4 cylindres et des fameux 6 cylindres pour lesquels la marque bavaroise est réputée. Ouais. Il fait le choix du 4 cylindres M10. C'est une décision qui peut paraître étonnante, mais qui est essentiellement dictée par 2 raisons. La première, avec un vilebrequin plus court et plus solide, le moteur peut prendre plus de tours, ce qui est important en compétition. La seconde raison, un bloc moins long peut être placé plus en retrait dans le châssis, réduisant le poids sur le porte-à-faux et améliorant la maniabilité. Et puis, Roche connaît particulièrement le M10 et ce dont il est capable. Ce bloc, dessiné par Alex von Falkhausen et lancé en 1962, est le premier 4 cylindres de BMW d'après-guerre. Il aura de nombreuses variantes allant de 1,5 à 2 litres, y compris une version turbo de 170 chevaux introduite en 1973, et sera produit jusqu'en 1988. Et justement, en parlant de turbo, il sera aussi utilisé en Formule 1 dans la première moitié des années 80 sous le nom de M12. Conçu par Paul Roche, on y revient, évidemment, il délivrera dans sa version la plus puissante jusqu'à 1300 chevaux et certains parlent même de 1500 chevaux. C'est avec ce moteur que Nelson Piquet sera champion du monde en 83 sur Brabham. Pour la M3, Roche fait réaliser le M10 à 2,3 litres et lui fait greffer une tête de M88, simplement amputée de 2 cylindres. Créé en à peine 2 semaines, ce bloc prendra le nom de S14. En version européenne non catalysée avec l'injection Bosch ML Motronic, il développe 200 chevaux et 177 livres-pieds de couple. Reste maintenant à travailler la partie châssis. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une structure qui a été modifiée aussi sur la E30 pour accueillir cette mécanique-là. Alors là, les ingénieurs sortent leur livre de cuisine habituel, ressorts et amortisseurs plus fermes, bras de suspension d'aluminium, barres anti-roulis plus grosses, boîtier de direction plus direct, plus gros disque de frein avec ABS, pneus plus larges à profil bas en 15 pouces, différentiel à glissement limité et boîte à 5 rapports resserrée Getrack 265 avec la première en bas à gauche. Reste à régler un dernier problème. Par rapport à une 190, la série 3 E30 a le CX d'un coffre-fort. Ouais. Afin de réduire la traînée aérodynamique, le montant arrière est redessiné plus incliné et jumelé à un couvercle de coffre en composite rehaussé de 4 cm et surmonté d'un large aileron. Ouais. Un spoiler avant et des bas de caisse sont ajoutés et les ailes sont élargies pour accueillir les nouveaux pneus. De plus, les pare-brises sont collés pour augmenter la rigidité structurelle. Et ça marche parce qu'au final, le CX passe de 0,39 sur une E30 conventionnelle à 0,33. Ce qui est quand même étonnant quand tu regardes la carrure de la voiture. C'est un CX qui est exceptionnel pour l'époque. Là. Pour la forme, absolument. Les voies avaient été élargies aussi par rapport à une série 3 traditionnelle sur ce modèle-là. C'est ça. Bon. La M3 est arrivée sur le marché quand exactement? Alors, l'auto est présentée au Salon de Francfort en septembre 85, mais sa commercialisation en Europe ne commence qu'à l'automne 86. Pour être homologué en groupe A, BMW doit en vendre 5000 exemplaires. Au marketing de la marque, on est réservé sur le potentiel du modèle, d'autant qu'il est sensiblement plus cher qu'une 325i, mais avec des performances de haut niveau, 235 km/h en pointe et un 0 à 100 en 6,7 secondes, et une tenue de route tout simplement enthousiasmante. La M3 se fait une place sur le marché. Et ce ne sont pas les nombreux succès en compétition qui vont lui nuire. La liste serait trop longue, mais nous pourrons quand même mentionner 5 victoires aux 24 heures du Nürburgring, 4 aux 24 heures de Spa, 1 au Tour de Corse, 1 titre en championnat du monde des voitures de tourisme, 2 titres en championnat européen des voitures de tourisme, plusieurs titres nationaux en tourisme, en Angleterre, Italie, Australie. En DTM, dont on parlait au début, elle livrera une course épique justement au Mercedes 190 2.316 et au Ford Sierra Cosworth et gagnera la couronne suprême en 1987 et 89. Elle est aujourd'hui encore la voiture qui a remporté le plus de courses dans cette catégorie avec 48 victoires contre à peine 42 pour la 190. La voiture a tardé toutefois à arriver chez nous en Amérique du Nord, ce qui explique peut-être sa rareté aujourd'hui, là. Et ce n'est effectivement qu'en 1988, et avec un moteur catalysé de 192 chevaux, ainsi qu'une boîte de vitesse Getrack 260 avec une grille conventionnelle, qu'elle arrive. Elle connaîtra plusieurs variantes, évolution, sport, évolution, cabriolet et des séries spéciales, dont les Rivaglia, Cecotto et Tour de Corse, et sera fabriquée jusqu'en juin 91. Ce qui n'était au départ qu'un véhicule d'homologation destiné à être vendu à 5000 exemplaires, sera au final écoulé à 17 970 exemplaires, et servira de base à une véritable lignée qui fait encore aujourd'hui rêver les amateurs de performance. Et c'est peut-être ça la plus grande réussite de la M3 E30.
Une M3 E30 qui se vend aujourd'hui peut-être même plus cher qu'une M3 flambant neuve qui va développer 2 fois et demi cette puissance-là aujourd'hui. Là. Merci beaucoup, Hugues. Plaisir. Le guide de l'auto. Antoine, cette semaine, tu as pu mettre à l'essai la Subaru Forester, mais dans sa version hybride. Oui, sa version hybride, j'avais très, très hâte d'essayer ça parce qu'évidemment, il y a de grosses attentes vis-à-vis de la technologie hybride chez Subaru. Oui, monsieur. Aussi parce qu'on s'entend dessus que le 2.5, on l'a assez vu. Ah oui, faites le tour là, du 2.5. C'est correct. Là, 182, 184 chevaux, mais bon, là, on arrive à un point où ça serait le fun d'évoluer. Ouais. Et là arrive cette technologie-là hybride qu'on greffe à un moteur à plat. Donc, une stratégie que j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas pris tout l'essentiel du coffre à outils de Toyota pour le planter dans un Subaru. Mais évidemment, ça vient avec une espèce de contrainte dans la mesure où tu continues à avoir un système de rouage intégral à prise constante qui va forcément faire grimper la consommation à un niveau un peu plus élevé que celui d'un CR-V, d'un RAV4. Mm-hmm. Et tu vois, j'ai circulé 185 km avec le véhicule, ville, autoroute, en faisant une conduite vraiment normale. On annonce une cote moyenne à 6,9 litres au 100 avec le Forester. Mm-hmm. Et qu'est-ce que j'ai obtenu comme cote? 6,9 litres au 100. Ah ouais. Donc, on est un demi-litre au 100 plus élevé qu'avec le RAV4, le CR-V, là, grosso modo, mais pour un véhicule qui te donne une conduite quand même plus intéressante. Ouais. Ça n'a pas de punch. Il y a encore un effet d'élasticité quand tu le pousses. Évidemment que si tu punches la mécanique un peu, le moteur à essence va embarquer à tout bout de champ. Et l'instrumentation 100% numérique qu'on a vantée chez Subaru, qu'est-ce que c'est mal fait. Oh, t'as vraiment l'impression d'un VIC-20 là, en avant de toi. Là. Ça n'a aucun bon sens. Et boy! À quel point... Même pas un C64. Non, pas de Commodore. Le Commodore, c'est un compliment. Ouais. Je te jure, là, l'écran qu'il y a devant toi, les graphiques, c'est tellement cheap. T'es pas capable de voir... et le fonctionnement de ta motorisation et ta consommation de carburant en temps réel en même temps. Faut que tu joues avec les menus continus. Puis tu sais, les vieux ordinateurs avec les écrans verts, là, ben c'est à peu près ce qu'on te sert. Je comprends pas qu'on ait développé un truc aussi ridiculement archaïque que ça. Pour un véhicule hybride qui se prend veut de technologique. Nouvelle génération. Alors, l'instrumentation, c'est gênant. Et l'autre truc qui fonctionne pas, mais ça, on comprend un peu pourquoi, c'est qu'on propose la technologie hybride uniquement sur le modèle le plus luxueux à 53 000 $, alors qu'aux États-Unis, tu peux avoir cette technologie-là sur une version sport qui est plus accessible. La force de notre dollar canadien fait probablement en sorte qu'on a décidé de ne pas amener cette technologie-là sur des modèles d'entrée ou de milieu de gamme. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un véhicule de fabrication japonaise, donc n'est pas sujet à des tarifs comme certains produits Subaru. Et le constructeur Subaru est justement en train de changer ses stratégies pour que la quasi-totalité des véhicules qui sont vendus au Canada soient de fabrication japonaise, probablement à l'exception de l'Ascent, qui lui est un véhicule nord-américain. Ouais. Mais même la future Outback qui nous est destinée sera produite du côté du Japon. Celle que tu aimes beaucoup. Là. Celle que j'aime beaucoup. Okay. Ça, c'est pour... mais j'aime beaucoup la conduite du Forester. Le fait qu'on soit capable... Subjectivement... Oui. Tu sais, je veux dire, le fait qu'on soit capable d'économiser 25% de carburant, mais que ça te coûte... 3 000 $ de plus pour mettre la main sur la technologie. Après ça, faites vos maths. Alors que du côté de chez Toyota, chez Honda, rendu à ces niveaux-là, tu prends l'hybride ou rien d'autre. Donc, c'est une stratégie un peu curieuse. On commence avec ça, mais attendez-vous à ce que d'ici quelques années, cette technologie-là s'émancipe dans plusieurs versions, variantes de l'Outback, du Forester, de la Crosstrek aussi, parce que ça va être aussi offert dans la Crosstrek. Alors, une technologie qui est intéressante dans la mesure où je m'attendais à une consommation plus forte que ça, mais au moins, on a une mécanique qui est convaincante. J'imagine que Subaru sait qu'il y a beaucoup de fidèles qui attendent cette technologie-là depuis longtemps et ils vont mettre la main sur le modèle le plus dispendieux tout de suite. Donc, c'est de profiter un peu de cet engouement-là pour mettre de l'argent dans les poches du programme. Puis après ça, ceux qui sont un peu ambivalents ou qui ne savent pas, vont voir si cette technologie-là, on peut l'acheter. Mais ça ne sera pas le véhicule à volume. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que oui, on est nez à nez en termes de prix avec un CR-V Touring, un RAV4, les méthodes hybrides, mais
chez Honda, chez Toyota, on a des versions moins chères. Chez Hyundai aussi, avec le Tucson. Alors, ce qu'on n'a pas chez Subaru. Là. Ouais. Puis, on a des écrans qui ont un peu de bon sens quand même. C'est bon. Plus esthétique. Et l'autre voiture que j'ai pu conduire cette semaine, alors là, on change de registre complètement, c'est la RS3. Oui. 5 cylindres turbo, 394 chevaux, boîte séquentielle, évidemment, 4 roues motrices, avec le vecteur de coupe qui te garoche du couple sur la roue extérieure à un niveau où tu te dis, je suis en train de la perdre. Non, à mort, puis ça décroche jamais. C'est vraiment une voiture fascinante à conduire. J'ai pu conduire la RS e-tron GT que tu as conduit aussi et la RS3, une à la suite de l'autre sur un circuit intérieur chez Audi. 1000 fois la RS3 avant la RS e-tron GT. Il faut dire que la RS3 qu'on avait l'option des freins de céramique 15 pouces. Tu sais, sur une Golf, là, des freins de 15 pouces, ça freine. Ouais. La RS e-tron GT, c'est une masse drôlement plus lourde à freiner. Plus que 5000 livres. Les transferts de masse sont importants. La voiture est capable et agile. C'est comme une Taycan. Je trouve que c'est facile à conduire à cause de ces technologies de suspension pneumatique, etc. Elle est très indulgente, mais elle ne donne pas la prévisibilité, la communication que tu as avec la RS3. Non, puis elle te donne un mal de cœur parce que les transferts de masse sur circuit sont drôlement plus importants. Non, ça. Puis t'as pas la moitié du plaisir de conduire que tu as avec une RS3. Là, après ça, je me suis fait la réflexion, est-ce que je préfère une M2 ou une RS3? La réponse, c'est la M2. Okay. La M2, ça reste une voiture avec laquelle tu es plus connecté. Elle est à boîte manuelle, la souplesse du 6 cylindres. Tu as quand même presque 80 chevaux de plus, parce que t'es à 473 chevaux contre 394 chez Audi. Puis évidemment, la RS3, on la ramène sur le marché après 5 ans d'absence. Pour une question d'homologation, c'est très nébuleux, là. Les États-Unis l'ont conservé. Et le truc, évidemment, qui est déplorable, c'est que chez nous, on n'a que la berline. Celle que j'ai pu conduire en Europe, c'est la Sportback. Hatchback, plus pratique, plus joli. Mais j'ai pas l'impression qu'on va faire des efforts pour homologuer le modèle hatchback pour le peu de temps qui reste, évidemment, à la carrière de ce modèle-là, qui ne reviendra probablement pas dans une prochaine génération avec un 5 cylindres qui coûte 70 000 € de malus en France cette année. Quand même. Malade. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. On aura la chance de parler avec les gens de Nissan Canada sur les stratégies à venir du constructeur. On a bien hâte d'entendre ça. Oui, en effet. Merci tout le monde. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.